Chers amis, bonsoir. Cela fait une semaine que nous étions ensemble et aujourd'hui encore, nous avons l'opportunité de recevoir Michel Kenway sur un thème qui sera certainement très intéressant puisque nous allons traiter de façon pratique la manière de gérer les désaccords dans le couple. Michel Kenway, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Alors, le thème comment gérer les désaccords dans le couple génère de nombreuses questions, mais la plupart des couples se posent une seule question: comment, sur le plan pratique, aborder ce problème et finalement le résoudre si les solutions proposées sont efficaces. Merci, pasteur, pour une fois de plus le privilège de cette rencontre. Une rencontre que je souhaite très participative, où j'aimerais plus des échanges et non pas comme les autres sessions où il a fallu des exposés sur un certain nombre de principes de communication. Vous le dites si bien, effectivement, lorsque des couples sont sérieux, lorsqu'il y a une volonté chez les couples, effectivement, de co-construire leur relation pour avoir une expérience paisible et heureuse, c'est tout à fait normal que les couples puissent se poser des questions sur comment faire en sorte que les défis qui se posent à eux puissent trouver des solutions. Comme nous l'avons dit au cours des sessions précédentes, effectivement, c'est tout à fait normal qu'il y ait des problèmes dans une relation de couple. Et nous l'avons dit par le passé, le problème, ce n'est pas la survenue des différends dans la relation de couple. Ce qui compte, c'est comment est-ce que nous gérons les différends qui interviennent dans la relation de couple. Parce que de toutes les façons, personne ne peut éviter qu'il y ait des différends. Maintenant, la manière de gérer notre défi qui survient dans la relation à deux peut conduire à aggraver et à rendre difficile encore la cohabitation ou bien le vivre ensemble, parce que cohabitation, je pense, c'est beaucoup plus léger. Le vivre ensemble, ça peut affecter négativement le vivre ensemble et rendre cela davantage compliqué. La manière par laquelle nous réagissons face à un problème peut aussi renforcer le lien qui existe entre le couple, de manière à ce que le couple puisse sortir de ce problème grandi, fortifié et plus prêt à faire face à de nouveaux problèmes. Notre souhait ce soir, et je pense que j'espère que Dieu puisse nous aider à aller dans ce sens, c'est que nous parvenions à trouver les voies et moyens pour faire en sorte que, à chaque fois qu'un conflit arrive, un différend arrive entre deux époux, que ces époux puissent savoir tirer pleinement profit de ce différend-là pour renforcer davantage le lien qu'il y a entre eux. Il y a beaucoup de divorces, nous l'avons dit au tout début, des divorces parce que l'un a dit et l'autre a dit, parce que l'un a réagi ainsi face à telle autre chose, je ne supporte pas ça. La manière dont tu gères les finances, je ne suis pas d'accord, on n'est pas d'accord et on finit. La manière dont notre relation intime se passe, ça ne nous arrange pas, on en finit par des séparations. La manière par laquelle nous nous parlons l'un à l'autre est de manière à ce que je trouve qu'il y a un risque pour moi de continuer à vivre ensemble, dont je vais décider de mettre fin à cette relation. Et bien que nous soyons dans un milieu chrétien, pasteur, le milieu chrétien n'est malheureusement pas à l'abri de ces ruptures qui naissent de conflits qu'il y a au niveau des foyers. Bien au contraire. Alors, de façon pratique, est-ce que le milieu chrétien, à cause des restrictions qui sont quelquefois véhiculées, soit dans certaines doctrines ou aussi dans certaines manières de vivre l'Évangile, ne génère pas des situations à conflit? Alors, il peut survenir dans un couple des conflits nés de la foi, pas essentiellement de la foi chrétienne, mais de la foi. Surtout lorsque
on a des couples qui partagent des foi différentes, des croyances différentes. Ça peut effectivement engendrer des conflits. C'est pour ça d'ailleurs que tout conseiller conjugal averti va toujours recommander que les couples puissent se former lorsque les couples partagent plus ou moins la même foi. Parce qu'au moins, non pas parce que c'est la garantie pour qu'il n'y ait pas de problème, mais au moins certains types de problèmes peuvent déjà être évités. Donc, il est mieux que les couples qui partagent la même foi ou des fois qui sont plus ou moins proches, des croyances qui sont plus ou moins proches, puissent se marier. Mais comme nous l'avons dit, pasteur, que nous puissions nous marier parce qu'on partage la même culture, que nous puissions nous marier parce que nous avons la même foi, que nous puissions nous marier parce que nous avons la même éducation, nous sentons en nous que lorsque nous nous retrouvons ensemble, c'est tellement, ça coule, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'une fois qu'on est dans le couple, pasteur, je crois vous l'aviez dit tantôt, c'est que le couple crée un nouvel individu qui n'est plus juste l'association de l'homme ou de la femme, ou bien de l'association des époux, hein, mais qui est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il est difficile que l'on puisse dire avec exactitude quelle va être sa réaction une fois que l'on doit partager ses matinées, ses journées, ses nuits avec la même personne pendant 1 an, 2 ans, 3 mois, 3 ans, avec la même personne. Il est difficile de pouvoir s'imaginer quelle va être la réaction qu'on peut avoir face à telle ou telle situation. C'est parfois beaucoup plus facile d'ajuster son comportement ponctuellement lorsqu'on rencontre une personne une fois en passant ou quelques heures dans la journée, mais une personne avec qui on vit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, on ne peut pas tout le temps faire semblant. À un moment donné, il y a un aspect de nous que peut-être nous sommes seuls à savoir, et que parfois on est même ignorant de l'existence de ce côté de nous, qui va d'une manière ou d'une autre se manifester à un moment donné. Et lorsque cela se manifeste, l'autre peut se dire, mais ce n'est pas celui-ci que j'ai connu, il n'était pas comme ça avant. Mais non, ce n'est pas qu'il n'était pas comme ça avant. Il y a toujours eu ça en lui. Mais seulement, il a toujours fait des efforts pour pouvoir, comment je vais dire, s'accommoder de ta présence. Mais après un moment donné, cet exercice, ce travail comment je vais dire, de confinement, je ne sais pas si le mot est le mieux indiqué, mais cet exercice de contrôle de soi à chaque fois, je m'imagine que, si vous avez des questions, vous pouvez poser, mais je m'imagine que vous comprenez de quoi il s'agit. C'est-à-dire que cet exercice de contrôle que l'on fait sur soi, à un moment donné, on a envie de lâcher prise. C'est comme s'il y a je suis fatigué. Voilà. Et on veut alors que ne plus réagir de la manière la plus naturelle possible. Or, quand on dit réagir de la manière la plus naturelle possible, le fait, c'est que l'autre ne va pas interpréter cela que c'est une réaction naturelle et que c'est une réaction acceptable. L'autre va l'interpréter par rapport à son ressenti, par rapport à son éducation. Et ça peut conduire effectivement à des conflits très, très profonds. Mais alors, est-ce que ce laisser-aller ou ce relâchement n'est pas un gage d'authenticité, de sincérité, en fait? En fait, pasteur, à la réalité, ce n'est pas que lorsque nous faisons l'effort de contrôler notre manière, nous manquons de sincérité. Non, ce n'est pas un manque de sincérité. Ce n'est pas comme si il y a un côté de nous qui est moins sincère que l'autre. Mais c'est que le simple fait de vivre avec quelqu'un, le simple fait d'être avec une autre personne nous commande d'ajuster notre attitude. Nous avons été, de par notre éducation, on nous a instruit que à partir du moment où nous nous trouvons en présence d'autrui, nous devons contrôler notre manière de faire. Nous devons ajuster notre manière
d'interagir. On ne fait pas avec, quand on ne se comporte pas de la même manière quand on est seul que lorsqu'on est avec quelqu'un. Et donc, en fait, ce n'est pas un problème de manque d'authenticité. Non, c'est toujours nous. Parce que le nous, là, le moi, il est divers, pasteur. Le moi, il est divers. Je ne suis pas, ce n'est pas qu'à partir quand j'ajuste mon comportement vis-à-vis d'une personne, ce n'est plus moi, c'est toujours moi. Mais c'est que j'ai une diversité de moi. Et il faut donc que mon partenaire avec qui je suis accepte que j'ai cette diversité de moi et que moi, en retour, je sache accepter que mon partenaire a aussi cette diversité. Souvent, on a tendance à attribuer cela à des sautes d'humeur, ainsi de suite, tout cela. Mais je pense que parler juste de sautes d'humeur, ça fait léger. Mais il faut tout simplement se rendre compte que nous sommes divers. Il y a des moments où, à cause de X ou Y raison, à cause de même juste de ce qu'on a mangé, on est beaucoup plus gai, pasteur. Juste ce qu'on a mangé, juste même une activité sportive dans la journée parce qu'on a fait du sport, on a fait beaucoup de sport, ça nous donne du tonus. Et notre réaction n'est pas la même lorsque, à ce moment-là, par rapport au moment où on n'a fait aucune activité sportive, on n'a rien fait. Donc, c'est toujours nous, et c'est ce nous divers. L'être humain, c'est pas un animal dressé où son attitude va changer, où son attitude ne change presque jamais. On lui a donné un certain nombre d'ordres. Un chien dressé, vous lui dites viens, il va venir parce que il a été dressé pour ça. Mais l'être humain, c'est un peu différent. Alors, pour revenir donc, pasteur, à comment régler les questions de manière pratique. Et là, je dis, s'il vous plaît, s'il y a des questions, des commentaires, s'il vous plaît, c'est bienvenu parce que je souhaite que cela soit une session très interactive. Alors, pour en revenir donc à la résolution des problèmes au niveau du couple, je vais proposer une méthode qui est recommandée, qui est même utilisée dans le cadre professionnel, qui est recommandée à utiliser lorsque on est confronté à quelques problèmes. Mais il faut se dire, il y a des conditions pour que cela puisse marcher. Et je pense que depuis le début, on l'a dit, quand on dit communication, c'est-à-dire c'est avec quelqu'un. Une personne qui ne veut pas du tout collaborer, ce n'est pas parce que vous avez bien communiqué, c'est pas une personne qui ne veut pas, qui est décidée à ne pas avancer, ce n'est pas parce que vous aurez bien communiqué que la personne va changer d'attitude. Donc, de toutes les façons, quand nous parlons ici, quand on dit les conditions pour que ça réussisse, l'une des premières conditions pour qu'on parvienne à résoudre un problème dans la relation de couple, c'est qu'il y ait une volonté partagée de part et d'autre, pasteur. Qu'il y ait une volonté de part et d'autre d'aller vers des solutions. Et ça, si un partenaire dans le couple ne veut pas du tout de solution, ne veut pas du tout écouter, ne veut rien du tout, alors ce n'est pas parce que vous aurez maîtrisé toutes les techniques de communication possibles que vous allez parvenir à résoudre ce problème. Parce qu'il y a déjà un mur qu'on présente devant vous en disant « je suis bloqué, je ne veux plus, c'est bon, on s'arrête là ». Mais alors, pour la solution, pour la recherche de solutions, qui a ou devrait prendre l'initiative de provoquer la recherche de solutions? Pasteur, nous l'avions dit au tout début, une relation de couple, c'est une relation de co-construction. Alors, l'idéal, je dis bien l'idéal, et je dirais pourquoi je dis l'idéal. L'idéal, ce serait que ce soit chacun. C'est chacun qui prend l'initiative d'aller vers l'autre pour pouvoir inviter à ce que nous allons voir dans quelques minutes sur le processus pour pouvoir résoudre un conflit. Mais pourquoi je dis l'idéal? Je dis l'idéal parce qu'il y a aussi une dimension culturelle qu'il faut prendre en considération. Il y a des cultures où, par exemple, s'il y a un problème, ce n'est pas à la femme d'inviter l'homme à s'asseoir pour qu'on puisse discuter de problème. C'est plutôt à l'homme, quand il y a un problème, à prendre l'initiative et à aller le faire. Donc, je me dis, puisque ici, on n'est pas dans une démarche pour dire qu'on va faire table rase de toutes ces différences culturelles, je dis, en fonction des réalités culturelles dans lesquelles vous évoluez, il serait souhaitable que vous puissiez aussi prendre ces éléments et le mettre dans la balance.
Et ça, cette sensibilité à ces réalités culturelles dans la démarche de communication, c'est aussi important. Parce que c'est reconnaître que que l'autre est différent de moi. C'est une manière déjà de reconnaître que l'autre est différent de moi. Je veux bien le faire, mais puisque l'autre ne va pas interpréter ma démarche et risque même d'être réfractaire à ma démarche, alors je préfère juste suggérer, c'est-à-dire que opter par exemple pour la suggestion. Et donc, c'est pour ça que je dis, normalement, la relation de couple, c'est une relation de co-construction. Chacun y apporte sa pierre pour que cela puisse être une réussite. Alors, juste une suggestion pour lancer l'étude et le débat. Souvent, dans les couples sans enfants, il y a une incompréhension de la part de l'un des conjoints quant à la démarche pour faire des analyses, pour aller voir un spécialiste, ou quelquefois l'homme pense qu'il n'a aucun problème et la femme, elle, le croit forcément. N'est-ce pas quelquefois l'une des situations, l'un des cas pratiques assez courants lorsque cette situation se présente? Alors, effectivement, je crois que c'est des situations extrêmement difficiles dans les relations de couple. Lorsque l'un des partenaires se sent plus concerné par un problème que l'autre, parce que ce que vous dites, c'est de ça dont il s'agit, pas juste les couples sans enfants. C'est-à-dire que dans les relations de couple, nous n'avons pas toujours comment je vais dire, la même sensibilité par rapport à certains problèmes. Il y a des partenaires qui se sentent plus concernés par un problème que l'autre ne l'est, qui s'approprient plus un problème que l'autre ne se l'approprie. C'est tout à fait normal parce que nous n'avons pas, disons-nous, hein, on le dit et on le redit, c'est important, nous ne sommes pas, comment je vais dire, nous ne sortons pas du même moule. Nous sommes le produit de nos éducations, de nos expériences, et de ça, nous avons des appréhensions par rapport à la réalité. Nous avons des sensibilités par rapport à des réalités qui peuvent être le résultat soit de traumatismes anciens, soit d'expériences anciennes, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas s'attendre à une relation de couple que nous puissions avoir le même niveau de sensibilité vis-à-vis d'un problème. Donc, c'est tout à fait normal qu'un problème, certains problèmes, puissent avoir un des couples plus sensibles que l'autre. Maintenant, quand il y a un problème pour lequel un partenaire est plus sensible que l'autre, la première des choses, c'est d'abord de reconnaître que nous n'avons pas le même degré de sensibilité vis-à-vis de ça. Et la deuxième des choses, c'est d'inviter l'autre partenaire à ce qu'il comprenne pourquoi vous êtes sensible, vous êtes particulièrement sensible à ça. Et ça c'est dans le cas où l'autre partenaire n'a pas ce souci. Maintenant, si je suis, comme nous disons que nous sommes dans une démarche de co-construction, si je me rends compte que mon partenaire est particulièrement préoccupé par un problème pour lequel je ne trouve pas que ce soit un problème important, majeur, parce que nous sommes dans une co-construction, je me dois de chercher à comprendre pourquoi mon partenaire y accorde une attention toute particulière. Parce que je veux co-construire avec mon partenaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis moins sensible à un problème que je dois manifester de l'indifférence. Le fait de manifester de l'indifférence, je ne suis pas dans une démarche de co-construction de la relation du couple. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, c'est chaque partenaire qui doit faire le pas pour essayer de comprendre. Parce que, souvenons-nous, pasteur, je crois que nous l'avons dit avant, c'est que l'une des causes de tous les différences sont très souvent des incompréhensions, des inattentions par rapport à des choses au ressenti de l'autre. C'est-à-dire, l'autre sent quelque chose de manière toute particulière et on n'y fait même pas cas. Je dis,
très souvent, dans les foyers, l'indifférence vis-à-vis du ressenti de l'autre est très souvent à l'origine de beaucoup de différends, beaucoup de conflits. C'est-à-dire, et nous avions dit que pour dépasser cela, il faut donc exercer l'invitation à l'échange et en retour, manifester de l'écoute. Inviter à l'échange, c'est-à-dire inviter mon partenaire à m'expliquer le pourquoi le problème le touche tout particulièrement. Et en retour, je dois formuler pendant que mon partenaire me l'explique, je l'écoute. Et en retour, je reformule avec mes propres mots auprès de mon partenaire ce que j'ai compris. Il faut que je puisse rassurer mon partenaire de ce que j'ai compris le sujet qui le touche tout particulièrement, que j'ai compris son ressenti par rapport à ce sujet, que j'ai compris le pourquoi il réagit de telle ou de telle autre façon. Ce n'est que lorsque je rassure mon partenaire sur le fait que j'ai compris pourquoi est-ce que le sujet est préoccupant pour lui, que mon partenaire va être disposé à m'écouter lorsque je veux maintenant lui expliquer pourquoi je considère que ce problème n'est pas particulièrement important. Donc, lorsqu'on ne fait pas cet exercice réciproque d'écoute et d'écoute active, ça c'est important, l'écoute active, il est difficile d'arriver à un climat où nous pouvons pouvoir avancer en nous disant, OK, nous n'avons pas la même sensibilité vis-à-vis de ce problème, mais je respecte que mon partenaire puisse être d'une sensibilité élevée et moi, en retour, je respecte que mon partenaire puisse être d'une sensibilité moindre. Parce Oui, que… alors, Oui, pasteur. en tant qu'Africain et de descendance africaine, en tant que descendant d'esclaves, moi je suis de la Guadeloupe, j'ai observé qu'il y a une sensibilité particulière à la dialectique, aux mots que l'on emploie et au ton que l'on emploie pour dire certaines choses. Et je réalise que dans certains cas, certains conflits peuvent naître simplement de l'utilisation d'un mot ou d'une expression. Mais sur le plan pratique, ma question est, y a-t-il une dialectique commune au couple qui puisse permettre de résoudre ce genre de problème? Alors, je ne Les suis pas langages de sûr, l'amour, peut-être, ne sais-je, que sais-je? je suis pas sûr de vous avoir bien saisi. Peut-être reformuler la question pour que je m'assure d'avoir bien saisi. Oui, je dis que d'une manière générale, Oui. on est très sensible à la manière dont parlent les autres, au ton de la voix et aussi à certaines expressions qu'on utilise. Mais ma question est, y a-t-il une dialectique commune au couple, c'est-à-dire que pourraient utiliser les couples pour résoudre ce genre de problème? D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lire un livre, Les langages de De l'amour. l'amour, Il y oui, a de Gary Chapman. oui, de Gary Chapman, toute une série de formules et je me demande, est-ce que c'est bien efficace? Alors, les langages de l'amour, c'est une approche qui permet de pouvoir classifier la sensibilité des uns vis-à-vis de ce qu'on valorise le mieux dans une relation de couple. Et ça a son avantage, hein, de ce que ça nous aide à nous connaître un peu mieux. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'outils qui existent pour nous aider à mieux nous connaître par rapport à ça. Gary Chapman a le mérite de pouvoir faciliter cela et de rendre cela avec le questionnaire qui va avec, d'aider chacun à pouvoir facilement identifier à quelle catégorie est-ce Juste, qu'il appartient. juste une petite chose. Mais Souvent, ce j'ai que je voudrais… entendu que c'est un langage de blanc pour les blancs. Ah, oui, pasteur. Le fait, c'est que quand on dit langage de l'amour, de parler de langage de l'amour, on a
pas, lorsqu'on regarde les 5 catégories de langage de l'amour en termes, par exemple, genre, une personne qui valorise la qualité de temps passé ensemble, ça n'a rien à voir avec une couleur de peau, ça n'a rien à voir avec une ethnie, ça n'a rien à voir avec, comment je vais dire, une culture particulière. C'est la manière par laquelle nous nous sentons bien, la manière par laquelle nous nous sentons bien vis-à-vis de l'autre. Les choses que là, quand l'autre fait vis-à-vis de nous, nous nous sentons bien. Et ça, je pense que en termes de langage d'amour, c'est assez universel. Maintenant, ce sont au niveau du détail, c'est dans le détail que les approches peuvent inclure des éléments qui soient plutôt culturellement ancrés, mais fondamentalement, de manière générale, les catégories de langage de l'amour ne sont pas culturellement ancrées. Non, mais revenons à ces questions pratiques de la gestion de conflits, pasteur, puisque c'est de ça qui nous réunit cet après-midi. La première des choses, nous avions dit, c'est de croire en la possibilité d'une solution. Les deux partenaires doivent croire en la possibilité d'une solution. Qu'est-ce que nous entendons par solution? Quand il y a différends. La solution, c'est lorsque, premièrement, ce qui peut être une solution, c'est lorsque l'avis d'une personne est accepté par les deux comme étant le meilleur avis qu'il faut suivre et tout le monde adhère. Ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est lorsque les deux, après avoir discuté, se rendent compte qu'il y a, dans mon avis et dans l'avis de l'autre, des éléments importants que moi, je n'avais pas vus et que l'autre n'avait pas vus, et que maintenant que nous avons échangé, nous nous rendons compte que ces échanges-là nous permettent de pouvoir aller au-delà de l'idée d'une personne et de combiner nos idées pour pouvoir trouver une meilleure solution. Là, on est dans vraiment ce qu'on appelle la co-construction, avec tout ce que cela implique. Et ce type de solution, généralement, ça engendre une plus grande adhésion de la part des partenaires. Lorsque chacun sait qu'il a contribué à la construction de la solution, c'est beaucoup plus facile pour les partenaires de pouvoir adhérer à cette solution. L'autre, qui est aussi une solution, c'est lorsqu'après avoir échangé, vous vous rendez compte que les divergences, les différences de sensibilité, d'interprétation, ou mieux encore, pour utiliser un gros terme, je n'ai pas une expression beaucoup plus simple pour ça, ce qu'on appelle les systèmes de valeurs. Les systèmes de valeurs qui me permettent de pouvoir interpréter un phénomène fait en sorte que j'arrive à des conclusions tellement différentes de l'autre. Et nous nous rendons compte que nos convictions sont si profondes et que nous sommes tellement différents par rapport à ça qu'aucune conciliation n'est possible. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous comprendre. Alors, nous arrivons donc à la conclusion que nous sommes d'avis différents sur ce sujet et que nous respectons le fait que sur ce sujet particulier, nous sommes d'avis différents. Et là, il ne s'agit pas, comment je vais dire, de continuer avec un ressenti par rapport au fait qu'on n'est pas arrivé à la conclusion, mais c'est de reconnaître que au niveau où nous en sommes en termes d'échange, en termes de partage d'idées, nous n'avons pas trouvé les éléments nous permettant d'arriver à la combinaison ou bien à trouver un terrain d'entente. Soit nous optons de dire, donnons-nous encore du temps pour que nos idées mûrissent sur la question, parce que, pasteur, le fait de se donner du temps pour que les idées mûrissent, ce n'est pas de s'avouer vaincu. Combien de fois vous-même, vous aviez peut-être lu un texte,
dans la parole de Dieu. Vous avez peut-être discuté avec quelqu'un et au moment où vous discutiez, vous pensiez que l'idée que vous donnez à cet instant-là, c'était l'idée la plus complète. Pour vous rendre compte, peut-être 6 mois après, que, oh non, il y avait une autre façon qu'on pouvait aussi regarder la chose. Parfois, sur le champ, nous n'avons pas toujours tous les éléments pour pouvoir tout comprendre. Donc, il convient de reconnaître que certains problèmes ne peuvent pas être résolus juste parce qu'on s'est retrouvé et qu'on en a discuté et que tout de suite, on va trouver la solution. Parfois, se dire, OK, nous n'arrivons pas à trouver de terrain d'entente, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va nous séparer, ce n'est pas ça qui va nous diviser. Ça veut tout simplement dire que nous n'arrivons pas à comprendre les éléments qui motivent les décisions de l'autre, ou bien que nous n'avons pas d'informations suffisantes à ce moment précis pour pouvoir apprécier réciproquement ce que l'autre est en train d'avancer comme idée. Alors, on peut attendre, on peut dire, donnons-nous du temps. Et se donner le temps, vraiment. Et quand je dis se donner le temps, vous savez, très souvent, j'ai vu dans des couples, hein, c'est-à-dire que le couple décide à la fin d'une discussion, quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se comprendre, ils décident de se donner le temps et c'est l'autre partenaire qui, un jour après, est toujours derrière l'autre pour dire « Est-ce que finalement tu as une nouvelle idée? Est-ce que finalement tu as une nouvelle idée ?» Non, quand on dit de se donner du temps, il faut vraiment se donner le temps. Parfois même, oublier le sujet à un moment donné, oublier d'en parler et de ne revenir dessus qu'après s'être donné suffisamment de temps pour la réflexion, pour l'analyse. Donc, ça, c'est en termes de, quand je parle de croire en la possibilité d'une solution. La solution peut être donc que j'accepte l'idée de l'autre comme étant l'idée prédominante. Et ça, il faut dire, lorsque je discute avec mon partenaire et que je finisse par accepter l'idée de mon partenaire, ce n'est pas un signe de faiblesse. Non. Nous avons dit, dans la relation de couple, nous sommes dans une démarche de co-construction. Donc, quand j'accepte l'idée de mon partenaire parce que j'estime que c'est une idée qui est plus indiquée, c'est ma contribution à la co-construction de notre relation de couple. Donc, et le fait aussi d'accepter à la fin d'une discussion que nous ne sommes pas parvenus à un terrain d'entente sur la question, c'est aussi une manière de reconnaître que nous sommes différents, et que parfois, il faut se donner du temps pour arriver à une compréhension commune d'un certain sujet. Alors, donc, ça c'est le préalable, comme nous avions dit, pour engager l'exercice de discussion. Reconnaître qu'il y a ces solutions possibles, ces types de solutions possibles que l'on peut faire pour que nous puissions arriver à trouver un terrain d'entente et considérer que le différend a été réglé. Maintenant, donner l'opportunité à chacun de s'exprimer. Vous savez, nous l'avons dit il y a déjà quelque temps, très souvent, ce que nous avons, la tendance naturelle nous pousse à faire, c'est que quand on invite quelqu'un pour qu'on puisse discuter d'un problème, on l'invite pour que la personne nous écoute. On invite pour expliquer quelque chose à la personne. Très rarement, nous sommes dans une démarche d'inviter pour écouter l'autre. Apprenons à faire l'exercice, quand il y a un problème, d'inviter l'autre pour écouter ce que l'autre a à dire. Inviter l'autre à ce que l'autre nous explique. Pourquoi est-ce qu'elle pense différemment? Pourquoi est-ce qu'elle a réagi de telle ou telle façon? L'invitation à l'écoute. Et lorsque nous parlons de l'écoute, il faut vraiment écouter. Pendant que l'autre parle,
il est vraiment important d'écouter. Et quand je dis écouter, c'est-à-dire d'intérioriser ce que l'autre dit. Lorsque nous passons du temps, pendant que l'autre parle, en train de réfléchir à la formulation de notre réponse, en fait, nous pensons que nous écoutons, mais nous écoutons juste pour trouver des éléments qui vont nous aider à mieux formuler notre réponse. On n'est pas dans l'écoute pour s'assurer qu'on a effectivement intégré non seulement les mots, mais aussi les ressentis que l'autre a exprimés lorsqu'il nous faisait part de son opinion. Et il est donc important que nous puissions accorder de l'importance à cette écoute active. C'est de ça dont il s'agit, donner du temps pour une écoute active lorsque l'autre nous présente le problème. Autre chose, lorsque nous avons écouté autrui, rien ne nous oblige à répondre tout de suite. Rien du tout. Rien, mais alors rien ne nous oblige à répondre tout de suite. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, lorsque l'autre nous exprime son ressenti, l'autre peut l'exprimer avec beaucoup d'émotion et cela peut nous blesser. Mais alors, si nous voulons résoudre le problème, le conseil qui nous est donné lorsque nous écoutons chez l'autre, que l'autre nous tient vis-à-vis de nous un propos qui est blessant, il faut transformer ce que l'autre a dit en demande positive. Par exemple, nous avons une question sur ce sujet de manière précise. Michael. Oui, bonsoir pasteur, bonsoir Saint-Michel. Bonsoir. Voilà, j'ai une question. Est-ce que lors de la résolution des conflits, c'est toujours l'homme qui doit venir vers la femme? Tout à l'heure, vous l'avez dit. Est-ce que c'est toujours l'homme qui doit venir vers la femme pour régler le problème ou aussi la femme peut faire l'inverse? Parce que je me dis, si ce n'est pas l'homme, par exemple, qui est la cause du problème, pourquoi est-ce que c'est lui qui doit forcément faire asseoir la femme? Est-ce que c'est obligé que ce soit l'homme? C'est ça ma question, en fait. Merci beaucoup, Michael. Je comprends bien. Tu t'interroges sur qui est celui qui doit faire le premier pas lorsqu'il y a un conflit pour inviter à la solution. Si j'ai dit que c'est l'homme, c'est une erreur. Si je dis que c'est l'homme, c'est une erreur. Parce que ce que j'essaye de dire depuis le début, c'est que la relation de couple, c'est une relation de co-construction. Et que pour cela, personne de prime abord n'est plus indiqué à inviter l'autre à ce qu'on puisse résoudre un problème. Chacun est concerné lorsqu'il y a un problème. Et chacun doit pouvoir faire le pas lorsqu'il y a un problème pour la solution des conflits, pour la recherche de solutions aux conflits. Mais seulement, j'ai tout simplement ajouté que bien que cela soit l'idéal, il ne faut pas perdre de vue que nous vivons dans un environnement où il y a des réalités culturelles. Donc, dans notre relation de couple, c'est faire preuve de sagesse que d'inclure dans la manière par laquelle nous cherchons à résoudre les conflits des considérations culturelles. Parce que j'ai connu un couple où l'homme, de par sa culture, c'est que la femme ne doit jamais lui lever le ton devant elle. Et donc, j'étais invité pour aider à résoudre un différend qu'il y avait entre eux. Et parce que quand on était en train de parler, la femme, elle s'est emportée, elle a levé le ton. L'homme s'est levé, il a dit, je ne continue plus la conversation. Et il s'est arrêté. Il a dit non, que je suis d'accord qu'elle puisse dire ce qu'elle a à dire, mais pas lever le ton sur moi. Et il s'est levé et la séance était terminée. Parce que il dit, dans ma culture, non, je refuse cela. Donc, c'est dit. Est-ce que je suis en train de dire que l'attitude de l'homme est positive? Non, ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que puisque nous sommes dans une démarche de co-construction,
tout élément qui peut nous aider, tout élément que nous pouvons prendre, qui peut nous aider à avancer vers la solution, à limiter les conflits, je pense qu'il faut les prendre. Tant que cela n'est pas préjudiciable pour nous, ni pour pour autrui. Donc, c'est pour cela que je dis, tout en sachant que cela relève de notre responsabilité, que de la responsabilité de chaque partenaire d'aller vers la recherche de solutions, nous ne devons pas oublier de prendre en considération aussi l'environnement dans lequel nous sommes, ainsi de suite, tout cela. Alors, ça, c'est ce que je voulais ajouter ici. Et donc, j'ai parlé tantôt que l'autre dimension pour régler toujours de manière pratique les problèmes de couple, c'est comment reformuler lorsque l'autre tient vis-à-vis de nous des propos qui nous touchent tout particulièrement. Par exemple, j'ai pris cet exemple l'autre jour, tu es toujours en retard ou tu fais toujours ça, ainsi de suite, tout cela. Déjà, je vais dire que le partenaire qui tient ce propos, je ne le conseille pas de tenir ce propos parce qu'il faut éviter de généraliser. Quand il y a un problème, il faut s'attaquer au problème, il ne faut pas s'attaquer à la personne. Le problème, il est là devant nous. Essayons de résoudre le problème. Le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, il est là. Et il faut savoir le nommer. Quel est le problème? Quand tu dis que tu es toujours en retard, tu as déporté un problème de retard vers la personne. Et là, on ne parle plus du problème qui est le retard, on est maintenant en train de parler de la personne. Donc, et c'est pour ça que lorsque quelqu'un te dit tu es toujours en retard et tu sais que peut-être ce genre de propos, ça te blesse, l'idée pour éviter de mettre de l'huile sur le feu sur le problème, c'est de dire qu'il faut transformer cette critique en demande positive. C'est-à-dire que qu'est-ce que la personne, il faut se poser la question, qu'est-ce que la personne s'attend que je fasse lorsqu'elle formule cette critique? En fait, la personne aurait souhaité que je puisse être plus régulièrement à l'heure. Et donc, la personne te dit, ou bien me dit, tu es tout le temps en retard. Je réponds, je comprends que tu veuilles que je m'arrange pour être le plus fréquemment à l'heure. J'ai pris conscience de la demande de l'autre, mais je n'ai pas répondu de manière à lui donner l'occasion d'en rajouter en termes de problème. Donc, savoir transformer les critiques en demandes positives. Ça, c'est important. Parce que si l'autre me dit tu es toujours en retard, et moi, je réfléchis, je regarde parce que vous savez, hein, on se connaît quand on est en couple, on connaît l'autre, on sait que bon, moi j'ai le problème de retard, mais peut-être toi tu as le problème de l'ordre dans la maison. Donc l'autre, s'il te dit tu es toujours en retard, la réaction la plus naturelle, si on se sent blessé, c'est de pouvoir lui dire oui, je suis en retard, mais toi tu ne fais pas mieux, hein. Tu le temps, le désordre à la maison, c'est toi. Donc on n'a résolu aucun problème, rien du tout. Nel a une question. Oui. Oui, bonsoir à tous. Merci, bonsoir. Voilà. En fait, j'ai une petite question, c'est de savoir, en principe, on a remarqué un peu dans nos couples, un peu sur les tropiques ici, c'est que lorsque il y a un problème, ou du moins lorsqu'on a un problème, l'une des parties a toujours tendance à penser que c'est l'autre le problème, que le problème vient de l'autre. Et du coup, tant que l'autre n'a pas accepté, si c'est par exemple moi qui pose le problème, tant que ma femme n'a pas déjà d'abord reconnu qu'effectivement le problème vient d'elle, du coup, le problème que je soulève subsiste tant qu'elle ne l'accepte pas. Ou parfois, quand c'est elle qui soulève par exemple le problème, tant que moi je n'ai pas accepté qu'effectivement le problème vient de moi, du coup le problème il reste en l'état. À partir de ce moment, quelle est l'attitude à adopter quand l'une des parties n'accepte pas que le problème, ou du moins que la remarque que l'autre lui fait est légitime par exemple? À ce moment, quelle est l'attitude à adopter? Merci.
Merci beaucoup, Néel. Je vais essayer de répondre par rapport au peu que j'ai compris. Je comprends que vous dites, et là j'essaie de reformuler, si ce n'est pas clairement ça, vous me dites, c'est qu'il y a un couple et à chaque fois qu'il y a un problème, il faut que l'autre qui est à l'origine du problème, je ne sais pas si on doit dire à l'origine, ou bien qui est la source du problème, il faut que l'autre accepte que oui, j'ai été la source du problème ou bien que je suis la source du problème pour que finalement, après la discussion, que l'on puisse considérer que la question est réglée. C'est bien ça? En fait, pour qu'il y ait échange entre les deux. Parce que lorsqu'il y a un problème, vous voulez vous voulez arriver à la table de négociation. Vous voulez arriver à le régler. Mais si je soulève le problème et que la partie d'en face ne reconnaît pas déjà le problème, oui. On aura du mal à arriver sur la table de négociation. Effectivement. OK. Alors là, je comprends maintenant. C'est-à-dire, pour m'assurer que j'ai bien compris, c'est que comment faire en sorte que quand il y a un problème, que j'amène l'autre à reconnaître qu'il y a un problème et qu'il est important qu'on s'asseye pour en discuter. C'est ça? Alors, et que très souvent, lorsque l'autre ne voit pas qu'il y a un problème, donc ça va persister jusqu'à ce que c'est quand elle aussi, ou bien lui aussi voit qu'il y a un problème, qu'il va accepter qu'on puisse s'asseoir pour en discuter. C'est bien ça? Justement, oui. Voilà. Alors, déjà, nous avons dit sur une session que vous pouvez voir en ligne que ce qui se passe dans beaucoup de couples, c'est que beaucoup de couples, nous allons dans les relations de couple inaptes à la communication. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui s'engagent dans une relation de couple sont inaptes à la communication dans la vie de couple. Et pour ça, on a besoin donc, c'est-à-dire que ce n'est pas trop grave parce qu'on peut s'améliorer. En fait, le fait de penser que tant que je ne vois pas qu'il y a un problème, je ne peux pas accepter de venir m'asseoir à la table de négociation, c'est une limite dans ma capacité de communication, en fait. Parce que lorsque je suis dans un exercice de co-construction, à partir du moment où l'autre estime qu'il y a un problème, je dois me sentir concerné, même si je ne le vois pas. Et je dois me sentir concerné, pourquoi? Parce que je dois aller vers l'autre. Ça veut dire que même si l'autre ne m'invite pas à la parole, je me dois même d'inviter l'autre pour que l'autre me donne pourquoi est-ce qu'elle voit qu'il y a un problème. Parce que Daniel Kahneman disait, c'est un auteur que j'aime beaucoup, il dit nous sommes souvent aveugles à ce qui est évident. Et nous sommes toujours aveugles de notre aveuglement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être évidentes devant nous, mais nous ne voyons pas. C'est pourtant là, mais nous ne voyons pas. Soit peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes outils de lecture, ainsi de tout cela. C'est là devant nous, mais on ne voit pas. Et parce qu'on n'a pas vu, on est donc convaincu qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on finit par être convaincu qu'il n'y a rien parce qu'on n'a pas vu. Donc, le fait d'être conscient de ce que je ne vois pas tout et que je ne peux pas voir tout m'amène donc à ce que dans un exercice de co-construction, si mon partenaire me dit qu'il y a un problème, je me dois de faire le nécessaire pour écouter mon partenaire. Parce que je ne vois pas tout, je ne suis pas conscient de tout et comme je veux co-construire notre relation de couple, je me dois d'aller vers mon partenaire sans attendre à ce que moi-même je puisse avoir vu le problème. Non, si mon partenaire me dit qu'il a vu un problème, parce que c'est mon partenaire, je me dois de croire. C'est un peu comme si, je prends l'exemple de l'éducation des enfants, vous avez un partenaire qui vient vous dire, en tout cas, il y a tel enfant qui se comporte de cette façon. Et vous vous dites, tant que je n'ai pas vu, bon, ce n'est pas un problème, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Mais si le partenaire estime qu'il y a quelque chose, je me dois de prêter mon oreille pour écouter le partenaire pour qu'ensemble,
Donc, ce n'est pas quand un problème, je le sens comme un problème, que ça devient un problème. À partir du moment où c'est un problème chez mon partenaire, c'est donc un problème, je me dois, même si je ne le vois pas, mais je me dois parce que je ne le vois pas. Raison de plus pour que j'invite l'autre à la communication. Ainsi, je verrai. Voilà. J'espère que cette réponse est satisfaisante. Cela fait quand même 50 minutes que nous parlons. Est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un qui voudrait intervenir? Et là, je l'invite à activer son micro, poser sa question s'il y en a. Autrement, nous allons aborder la conclusion de cette séance en nous donnant rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, Michel peut continuer à développer le point suivant. Merci, pasteur. Alors, nous avions parlé donc tantôt de la nécessité de transformer les critiques en demandes positives. Ça, c'est important. Lorsque je transforme les critiques en demandes positives, ça permet, comment je vais dire, de calmer le jeu. Parce que souvenez-vous, tant que mon partenaire avec qui je veux discuter d'un problème n'est pas au calme, il est très difficile que nous puissions nous comprendre. Il est très difficile qu'il y ait communication. Et très souvent, quand il y a un problème, nous sommes dans les échanges d'invectives. Très souvent, nous avons tendance à nous aider à aller à des échanges d'invectives et non pas à de la communication. Donc, parfois, parce que nous ne devons pas perdre de vue les questions de tempérament. Nous sommes des humains, il y a des partenaires, hein, nous n'avons pas tous le même tempérament. Il y a des partenaires qui sont des tempéraments très chauds. Donc, quand il y a un problème, on parle avec trop d'énergie pour d'abord faire sortir ce ressenti sur le problème. Avant, une fois qu'on s'est vidé de ça, alors, et on peut donc écouter l'autre. Voilà. Mais ça, c'est le tempérament de la personne. On peut pas. C'est pas des choses qu'on peut changer, c'est de s'adapter par rapport à comment est l'autre. Mais tant que nous n'amenons pas l'autre à cette attitude de calme pour un vrai échange, il est difficile que nous puissions dire que nous avons communiqué parce que nous étions en train de nous échanger des invectives. L'autre a dit une parole, l'un dit une parole, j'ai déjà dit 2 paroles, 3 paroles, je dis 5 paroles, ainsi de suite. Après, on n'est pas dans la communication. On est dans tout sauf la communication qui va permettre effectivement la co-construction. Donc, dans la communication, c'est de respecter l'idée de l'autre. Gardez-vous à l'esprit. Parce que vous êtes dans une relation de co-construction, parce que je suis dans une relation de co-construction, quand je donne mon idée à mon épouse, par respect pour moi, elle se doit d'écouter mon idée et de reconnaître que mon idée, c'est par rapport à tel que je le vois, que c'est une idée qui est valable. Elle n'est pas obligée d'accepter ce que je dis, mais elle doit reconnaître que c'est aussi une idée qui est valable. De même, moi, quand mon épouse me répond, je me dois, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, je me dois de reconnaître que cette idée qu'elle a avancée, de la même manière que j'accorde du prix à mon idée, de même, elle accorde du prix, de la valeur à son idée, à cette idée qu'elle vient d'avancer. Et donc, je me dois de respecter son opinion. Ce respect réciproque de nos opinions est aussi un élément important dans la résolution de différends. Respecter les opinions. Et en dernier lieu, on va terminer par là, dans la recherche de solutions, je vous ai dit tantôt qu'il y avait 3 possibilités de solutions. Cette solution qui est une solution qui soit plus orientée vers le fait d'accepter l'avis de l'autre. On a vu dans des couples où à chaque fois, lorsque un partenaire estime que j'ai donné beaucoup d'idées mais que l'autre ne veut pas écouter, alors ok, bon, on va faire comme tu veux. Bon, si tu le fais et que ça marche, tant mieux, mais ce n'est pas
l'idéal dans la résolution de problèmes. Parce que le fait qu'à chaque fois, tu laisses faire, tu laisses que ce soit l'idée de l'autre, le jour où tu voudras véritablement, parce que tu tiens à tout prix à une idée, le jour où tu voudras vraiment que ce soit cette idée qui puisse s'exprimer, les conflits vont commencer. Ça va créer des conflits. Parce que tu as habitué ton partenaire à ce qu'à chaque fois quand il y a un différend, tu préfères laisser que ce soit, voilà, comme tu as dit et comme tu veux que ce soit comme ça, on va faire comme tu veux. Non. Si vous avez échangé et vous vous rendez compte que vous ne êtes pas compris, considérez l'option 2 qui est de dire que peut-être nous avons besoin d'un peu de plus de temps pour réfléchir sur le problème. Ne cherchez pas à résoudre un problème juste à la première tentative où vous en avez discuté. Non. Échangez parfois, échangez juste vos idées. Qu'est-ce que tu penses de ce problème? L'autre donne, voici ce que je pense du problème. Vous donnez votre idée et après, vous vous retirez pour que chacun puisse mûrir. Chacun réfléchisse sur ces idées-là. Maintenant, vous n'allez plus réfléchir seulement avec votre idée à vous. Vous allez dans la réflexion avec votre idée et l'idée aussi que l'autre a apportée. Vous réfléchissez, vous donnez du temps de réflexion avant de revenir à nouveau discuter sur cette question. Et quand vient le moment de rediscuter sur la question, le choix du moment, le choix du lieu du moment est toujours important. Vous attendez que, je le dis, je prends l'exemple sur moi, mon épouse sait que quand je reviens du boulot à 16h, 17h, 18h, ce n'est pas le bon moment pour qu'elle puisse m'inviter à discuter d'un sujet sérieux, sauf urgence. Alors, m'inviter à ce moment parce que je rentre, j'ai envie de faire le vide dans ma tête, j'ai passé une journée à travailler. Si elle m'invite à ce moment parce qu'elle veut à tout prix des idées, j'aurai tendance à donner les réponses pour vite me débarrasser, pour vite me séparer de ça. Et donc, il est fortement conseillé de savoir choisir le moment que l'on veut inviter son partenaire à la discussion. Choisir le moment vraiment en sachant que ça, c'est le moment indiqué, le plus indiqué pour pouvoir faire cet échange. Vous n'êtes pas obligé, il y a certaines discussions que vous n'êtes même pas obligé de le faire à la maison. Vous pouvez vous retirer à deux dans un endroit neutre, dans un endroit et de discuter tranquillement de ces questions-là. Donc, le choix du moment pour pouvoir discuter et même du lieu, tout ça, c'est extrêmement important. Ça participe à la résolution de conflits. Je nous souhaite à tous une heureuse vie en couple et je nous souhaite non seulement que quels que soient les conflits, quelles que soient les difficultés que nous avons dans notre relation de couple, que nous puissions réussir à les dépasser et que plus les problèmes surgiront dans notre vie, que plus notre relation de couple puisse être forte, soudée, que les problèmes puissent venir nous rendre plus forts, plus attachés l'un vis-à-vis, l'un à l'autre, et ainsi que nous puissions, comme Dieu l'a voulu, être des foyers qui sont un petit coin du paradis sur la terre. Voilà. Oui, alors, l'Éternel nous bénisse tous. Tout en souhaitant à tous les papas présents dans l'émission une bonne fête des pères, j'aimerais quand même introduire la dernière question que nous avons reçue et qui est formulée de la manière suivante. Réussir à amener l'autre à communiquer, c'est très bien. Mais si le conjoint a des opinions machistes, la communication, même stérile, est-elle bénéfique pour le couple? Alors, vous savez, pasteur, le plus difficile dans l'exercice de répondre à des questions, surtout quand il s'agit des relations de couple, c'est le fait qu'on n'a pas toujours tous les éléments d'appréciation. Alors, déjà dans cette question, s'il vous plaît, lorsque nous sommes dans une démarche de régler les problèmes de couple, évitons de résumer, comment je vais dire, de ramener une personne à un mot. Il y a un terme scientifique par rapport à ça, c'est-à-dire les mots, les catégories que l'on utilise pour pouvoir faire des études et classer des gens comme étant machistes et autres sadomasochistes, et tout cela, c'est bien. Mais
dans une relation de co-construction, ce qui est recommandé, c'est d'éviter de ramener une personne à un mot. Nous sommes plus qu'un mot. Chacun de nous est beaucoup plus qu'un mot. Il n'y a pas un seul mot, il n'y a pas un seul profil psychologique qui nous définit entièrement. Tout spécialiste de la psychologie vous le dira. Il n'y a pas un seul profil psychologique qui nous définit entièrement. Mais on peut avoir des prédominances de part et d'autre par rapport à tel aspect. Maintenant, pour revenir à la question. Oui, mais je ne suis pas sûr que la question est formulée en résumant l'individu. Il est dit, si le conjoint a des opinions machistes. Ah, ok. Donc, vous avez un conjoint qui estime que, comme j'ai dit, ça doit être ainsi. Ça, c'est ma compréhension du machisme dans une relation de couple. Le mâle dominant, je suis, et ce qui doit se faire, ça doit se faire comme je veux. Là, je pense que ce n'est pas, pour arriver à résoudre cette question, ce n'est pas juste une thérapie de communication dont il faut dans la relation de couple. Il y a tout un exercice, d'autres formes de thérapie de couple qui peuvent aider le couple à faire en sorte que chaque partenaire puisse reconnaître que la relation de couple, c'est une relation de co-construction. Parce que, en fait, le machisme, lorsqu'il n'est pas pervers, c'est cette méconnaissance ou bien ce refus de reconnaître que dans la relation de couple, l'apport de l'autre m'est bénéfique. L'apport de l'autre, loin de me réduire, me fait grandir. C'est-à-dire que je sors grandi en intégrant les inputs de l'autre, en intégrant la contribution de l'autre, en reconnaissant l'autre pour sa valeur, pour ce qu'elle est. Et ça, je ne pense pas que c'est la thérapie de communication seulement qu'il faut. Ça, c'est d'autres formes de thérapie qui est indiquée pour pouvoir adresser ces types de questions. Je recommanderais tout simplement, lorsque vous avez un partenaire qui a des élans de cette façon, c'est que si vous abordez en affront, vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas ce que vous voulez. C'est-à-dire que à chaque fois que vous abordez l'autre en voulant vous imposer, l'une des techniques, c'est toujours d'amener l'autre à penser que c'est elle qui a pris la décision finale, bien que les idées que vous ont été formulées par vous. Tout ça, bon, c'est des techniques, ce n'est pas peut-être le moment de pouvoir revenir là-dessus, mais il y a des approches d'amener l'autre à pouvoir penser être celle qui a posé la question, qui a adopté la solution. Et même ça aussi, c'est-à-dire que même quand on est arrivé même à une solution ou bien à une réponse et qu'il y a des éléments qui viennent de vous, lorsque vous le reprenez même devant les gens, lorsque vous le dites la solution, vous n'hésitez pas à dire que d'ailleurs, c'est l'autre qui a trouvé la solution, indiquer que vous lui êtes très reconnaissant, tout cela. C'est des petites techniques qui sont employées, mais beaucoup plus dans le milieu professionnel, comment interagir avec un collègue ou bien un superviseur qui a des élans assez dominateurs vis-à-vis des autres. Bon, je suis sûr que je n'ai pas répondu à la question. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais il y a des outils qui peuvent effectivement aider à pouvoir adresser des questions. Eh bien, merci à Michel Kenmoué pour ce moment qu'il a mis à notre disposition pour partager ses connaissances de la communication de couple. Je veux remercier aussi tous ceux qui ont participé, qui ont suivi cette conversation et qui sont intervenus. Nous nous donnons rendez-vous à la semaine prochaine et j'espère que vous serez encore aussi nombreux, sinon plus nombreux, afin d'apporter d'autres éléments à cette rencontre qui, à mon avis, devient de plus en plus importante. Je vous souhaite une bonne soirée et nous rappelons que la fête continue avec les papas jusqu'à la fin, au moins jusqu'à la fin de la soirée, sinon jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Je vous souhaite à vous tous le bonsoir.